Monsieur Brox, votre tension artérielle est dangereusement élevée et vous présentez des symptômes neurologiques inquiétants. Vous devez aller à l'hôpital maintenant, dit la femme de ménage avec une fermeté telle que le PDG milliardaire cessa de hurler au téléphone. Richard Brox, 53 ans, propriétaire d'un empire pharmaceutique pesant 2 milliards de dollars, regarda la femme noire de 42 ans comme si elle venait de parler chinois. Keisha Washington se tenait là dans son uniforme, tenant ses produits de nettoyage, ayant l'audace de lui donner un avis médical. « Excusez-moi. » Richard rit avec dérision, baissant son téléphone portable. « Vous me donnez des conseils médicaux maintenant? C'est quoi votre formation déjà? Nettoyage de pointe? » Le sarcasme trancha l'air du bureau luxueux, au 30e étage de la tour Brox Pharmaceutical. Keisha venait d'être témoin de Richard titubant, ses mains tremblantes et son esprit confus lors d'une réunion en vidéoconférence. Des symptômes qu'elle reconnut immédiatement, mais que tous les dirigeants présents ignorèrent complètement. « Monsieur, je ne suis pas seulement, » commença Keisha, mais elle fut interrompue. « Vous n'êtes rien qu'une femme de ménage, » grogna Richard, le visage rouge d'irritation. « Retournez à vos produits chimiques et laissez-moi diriger mon entreprise en paix. Et la prochaine fois, nettoyez en silence. » Ce que Richard ne savait pas, c'est que Keisha Washington avait été infirmière diplômée d'État pendant 15 ans avant de tout perdre dans un scandale fabriqué. Une affaire de discrimination raciale si brutale qu'elle la força à prendre des emplois de nettoyage pour survivre. Mais son esprit médical ne cessa jamais de fonctionner. Elle avait remarqué les signes depuis des semaines. Le ralentissement de la coordination, les troubles occasionnels de l'élocution, les épisodes de désorientation que Richard rejeta comme du stress professionnel. Tous les symptômes indiquaient une affection neurologique grave qui, si elle n'était pas traitée, pourrait être fatale. « Je comprends parfaitement, Monsieur Brox, » répondit Keisha avec un calme troublant. « Je continuerai à faire mon travail. » Mais pendant que Richard retournait à ses appels décisifs, Keisha fit quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. Elle commença à tout documenter discrètement. Chaque symptôme, chaque épisode, chaque moment où son arrogance l'emportait sur son instinct de survie. Richard Brox pensait avoir un contrôle total sur son entreprise et sur ses subordonnés. Ce qu'il ne réalisa pas, c'est que la femme qui nettoyait son bureau gardait un secret qui pourrait lui sauver la vie s'il cessait d'être assez arrogant pour écouter. Alors que Keisha rangeait tranquillement ses produits de nettoyage, ses yeux entraînés continuaient d'observer. Elle savait exactement ce qui se passait avec Richard Brox. Et surtout, elle savait exactement comment agir. Si vous avez déjà été sous-estimé en raison de votre couleur ou de votre statut social, alors vous savez que parfois la meilleure vengeance est simplement d'avoir raison quand tout le monde a tort. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une modeste femme de ménage deviendrait la seule personne capable de sauver la vie de l'homme qui la méprisait. 3 jours plus tard, Richard Brox allait plus mal, mais son arrogance avait triplé. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Keisha le vit confondre les noms de ses propres directeurs et répéter la même question 3 fois en 10 minutes. Quand elle s'approcha discrètement pour débarrasser la table de conférence, elle entendit des fragments de la conversation qui l'alarmèrent. « Richard, ça va? Vous semblez confus aujourd'hui, » murmura James Morrison, le DAF, avec une sincère inquiétude. « Confus ?» Richard explosa, claquant son poing sur la table. « Je vais parfaitement bien. Peut-être que vous ne suivez pas ma pensée. J'ai toujours eu 3 coups d'avance sur tout le monde. » Keisha vit le subtil tremblement dans sa main gauche. La façon dont il clignait des yeux à plusieurs reprises comme s'il essayait de concentrer sa vision, des symptômes neurologiques progressifs qu'elle avait vus maintes fois auparavant lorsqu'elle travaillait au département de neurologie de l'hôpital métropolitain avant d'être détruite professionnellement. Le scandale avait commencé il y a 5 ans, quand Keisha, alors infirmière en chef de nuit, avait publiquement remis en question les prescriptions excessives d'opioïdes du Dr Mitchell Barnes. Elle avait documenté que les patients noirs recevaient systématiquement des doses plus faibles d'analgésiques que les patients blancs ayant des conditions identiques, tout en étant plus rapidement étiquetés comme toxicomanes. « Accusez-vous un médecin respecté de racisme ?» demanda la directrice de l'hôpital, le Dr Patricia Wells, lors de la réunion disciplinaire. « Sur quelles preuves scientifiques ? » Basé sur 15 ans d'expérience et 200 pages de documentation détaillée, répondit Keisha, posant sa recherche méticuleuse sur la table. Mais l'enquête interne était une mascarade. Le docteur Barnes était un ami personnel du PDG et un généreux donateur de l'hôpital. Au lieu d'examiner ces preuves, ils créèrent un récit alternatif.
Keisha était émotionnellement instable et projetait des problèmes personnels de race sur la pratique médicale. Le coup de grâce vint quand ils découvrirent qu'elle aurait violé les protocoles de médicaments, des allégations fabriquées qu'ils ne purent jamais prouver, mais qui furent suffisantes pour détruire sa carrière. En 6 mois, elle perdit son permis d'exercer, sa réputation et tout espoir de jamais travailler à nouveau dans le domaine médical. Les gens comme vous pensent toujours que le monde leur doit quelque chose, avait dit le docteur Barnes le dernier jour de Keisha, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être est-il temps d'accepter que certains endroits ne sont tout simplement pas faits pour vous. Maintenant, 5 ans plus tard, en nettoyant le bureau de l'homme le plus puissant de l'industrie pharmaceutique, Keisha ressentait une amère ironie. Richard Brooks possédait l'entreprise qui fabriquait les opiacés mêmes que le docteur Barnes avait prescrits sélectivement. « Vous êtes toujours là ?» La voix perçante de Richard la ramena au présent. La réunion était terminée, et il la regardait avec irritation. « Combien de temps faut-il pour nettoyer un bureau ? » « Je suis désolé, monsieur Brooks. J'étais juste minutieuse. » Minutieuse. Il rit d'un air dédaigneux. « Vous êtes une femme de ménage, pas un chirurgien. La vitesse compte plus que la perfection dans votre métier. » Keisha hocha la tête en silence, mais ses yeux entraînés continuèrent d'enregistrer les détails. La pupille droite de Richard était légèrement plus dilatée que la gauche. Ses réponses verbales avaient un retard subtil. Sa coordination motrice fine était clairement altérée. Signe classique d'une pression intracrânienne accrue. Et autre chose, continua Richard, ajustant sa cravate avec des mouvements moins précis que d'habitude. La prochaine fois que vous aurez la brillante idée de me donner des conseils médicaux, rappelez-vous que je paie certains des meilleurs médecins du pays. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un qui nettoie les toilettes pour vivre. La cruauté désinvolte de ces mots la blessa profondément. Mais Keisha gardait son expression neutre. Elle avait appris à absorber l'humiliation sans réagir, une compétence développée au fil des ans de discrimination systématique. « Je comprends parfaitement, monsieur, » répondit-elle, commençant à ranger ses produits de nettoyage. Mais en quittant le bureau, Keisha prit une décision. Cette nuit-là, dans son petit appartement, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Pas un rapport médical formel. Elle n'avait plus les titres pour cela. Au lieu de cela, elle commença quelque chose de différent, une lettre anonyme détaillée à la femme de Richard, Margaret Brooks. Keisha avait fait des recherches approfondies sur la famille Brooks. Margaret était une infirmière diplômée, bien qu'elle ne pratiquait plus depuis des années. Elle comprendrait les termes médicaux et reconnaîtrait la gravité des symptômes décrits. Chaque mot fut choisi avec soin. Chaque symptôme documenté avec une précision temporelle. Chaque observation étayée par des preuves comportementales spécifiques. Elle termina la lettre à 3 heures du matin, la relut 5 fois et la glissa dans une enveloppe non marquée. Richard Brooks pensait avoir réduit au silence une autre personne inférieure. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de réveiller quelque chose de bien plus dangereux que la colère. Une infirmière formée avec une mission de sauver des vies, même lorsque ces vies appartiennent à des gens qui la méprisaient. Alors que Keisha scellait l'enveloppe, une froide certitude s'installa dans sa poitrine. Elle ne permettrait pas à l'arrogance de Richard de le tuer. Non pas parce qu'il méritait de vivre, mais parce qu'elle avait prêté serment de sauver des vies. Et certains serments transcendent le traitement que nous recevons des personnes que nous sauvons. Ce que ce PDG milliardaire ne pouvait pas voir, c'est que chaque insulte ne faisait que renforcer la détermination d'une femme qui avait déjà tout perdu une fois et avait découvert qu'elle avait encore beaucoup à offrir au monde si quelqu'un était assez humble pour écouter. La lettre arriva entre les mains de Margaret Brooks un mardi calme, livrée discrètement par un coursier anonyme. Margaret, diplômée en soins infirmiers de l'université Johns Hopkins, reconnut immédiatement la précision clinique du langage et la gravité des observations décrites. Symptômes neurologiques progressifs, coordination motrice altérée, épisode de confusion temporelle, murmura-t-elle, le lisant pour la 3e fois. Chaque mot faisait écho à l'inquiétude qu'elle-même avait essayé d'exprimer à son mari au cours des dernières semaines, seulement pour être rejetée avec le même dédain qu'il réservait aux personnes inférieures. Margaret savait que Richard était différent. Les accès de colère étaient devenus plus fréquents et irrationnels. Il oubliait des rendez-vous importants, répétait les mêmes histoires lors des dîners, et son écriture autrefois impeccable tremblait maintenant comme celle d'un homme beaucoup plus âgé. Qui a bien pu écrire cela ? S'interrogea-t-elle, se penchant sur chaque détail médical méticuleusement documenté. Quelqu'un avec une formation formelle,
Certainement. Quelqu'un qui observait Richard de près, régulièrement. Pendant ce temps, au 30e étage de Brox Pharmaceutical, Keisha exécutait son plan avec la précision d'une infirmière chevronnée. Lors de ses tournées de nettoyage, elle avait discrètement commencé à tout documenter. Moment des épisodes, intensité des tremblements, schéma de confusion mentale. Elle avait une alliée inattendue, le docteur Patricia Williams, une neurologue à la retraite qui travaillait à temps partiel comme consultante en assurance médicale dans l'immeuble d'Accent Grave Côté. Keisha l'avait rencontrée sur le parking lorsque Patricia avait commenté avoir reconnu des techniques infirmières dans la façon dont Keisha avait aidé une femme âgée qui avait trébuché. Vous étiez infirmière, avait observé le docteur Williams. Pas comme une question, mais comme un fait. Pendant 15 ans, avait admis Keisha, attendant le jugement habituel. Au lieu de cela, Patricia lui tendit la main. Neurologue depuis 30 ans, et je reconnais toujours la compétence quand je la vois. Cette conversation décontractée sur le parking se transforma en un partenariat improbable. Le docteur Williams, une femme noire de 62 ans qui avait elle-même mené ses propres batailles contre les préjugés en médecine, comprit immédiatement lorsque Keisha décrivit les symptômes de Richard. Tumeur cérébrale, anévrisme, ou une affection progressive comme la sclérose en plaques, avait diagnostiqué le docteur Williams lors de leur conversation au café du coin. L'un ou l'autre de ces cas pourrait être fatal si ce n'était pas traité. Avez-vous tout documenté avec soin? Keisha montra son carnet manuscrit où elle avait méticuleusement enregistré chaque observation. Patricia hocha la tête avec approbation professionnelle. Cet homme aurait dû subir des tests neurologiques depuis des semaines. Son arrogance va le tuer. Leur plan était simple. Fournir suffisamment de preuves à Margaret Brox pour qu'elle exige une évaluation neurologique complète. Mais Richard rendait les choses difficiles avec son refus systématique de reconnaître tout problème. Le docteur Harrison m'a dit que je travaillais peut-être trop. Richard avait commenté à Margaret lors du dîner, ne réalisant pas qu'il avait fait référence au dermatologue comme si c'était son cardiologue. Mais je ne fais pas confiance aux jeunes médecins. Ils préfèrent diagnostiquer des problèmes qui n'existent pas. Margaret avait échangé un regard inquiet avec sa fille, Jessica, qui était en visite pour le dîner. Jessica, étudiante en médecine en dernière année, avait aussi remarqué les changements chez son père. « Papa, quand as-tu fait ton dernier bilan de santé complet ?» demanda Jessica délicatement. « Les bilans de santé sont pour les malades », avait répondu Richard avec une irritation croissante. « J'ai bâti un empire pharmaceutique. Je pense que je sais quand quelque chose ne va pas avec mon propre corps. » C'est cette même semaine que l'épisode le plus alarmant se produisit. Keisha rangeait la salle de conférence quand Richard entra, visiblement confus. « Où est tout le monde ?» demanda-t-il, regardant autour de la pièce vide. « La réunion a été annulée, monsieur Brox. »« Vous l'avez annulée vous-même hier », répondit Keisha doucement. Richard la regarda avec une expression vide, comme s'il ne la reconnaissait pas, même si elle nettoyait son bureau tous les jours depuis 2 ans. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec un mélange de confusion et d'irritation. « Je suis Keisha du personnel de nettoyage. »« Keisha » Il répéta son nom plusieurs fois comme s'il essayait d'accéder à un souvenir perdu. « Vous avez dit quelque chose à propos de médecin tout à l'heure. » Pendant un moment terrifiant, Keisha vit dans les pupilles dilatées de Richard le même regard perdu qu'elle avait vu chez des patients neurologiques pendant ses années à l'hôpital. La personne derrière ses yeux se déconnectait progressivement de la réalité. « Monsieur Brox, vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle un instant, oubliant sa position. La question sembla le ramener à la réalité. « Je vais bien », grogna-t-il, revenant à sa personnalité familière et hostile. « Et vous n'êtes pas autorisé à poser des questions personnelles. Retournez à votre travail. » Mais Keisha en avait assez vu. Cet après-midi-là, elle appela le docteur Williams. « Le temps presse, dit-elle. Aujourd'hui, il ne m'a pas reconnu pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas seulement de l'arrogance. C'est une détérioration neurologique active. Alors nous devons accélérer le plan, répondit Patricia. J'appellerai directement Margaret Brox. En tant que médecin, je peux utiliser l'inquiétude professionnelle comme excuse. Cette nuit-là, tandis que Richard dormait lourdement, un autre symptôme inquiétant que Margaret avait remarqué, elle reçut un appel du docteur Williams. Madame Brox,
ici le docteur Patricia Williams, neurologue. J'ai reçu des informations préoccupantes concernant les symptômes de votre mari et je crois qu'il a besoin d'une évaluation neurologique immédiate. Margaret tenait le téléphone avec des mains tremblantes. Docteur, j'ai essayé de le convaincre de chercher de l'aide, mais il refuse d'écouter. Je comprends parfaitement. Malheureusement, il est courant que les patients atteints de conditions neurologiques perdent la capacité de reconnaître leurs propres symptômes. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, une conséquence de la maladie elle-même. La conversation dura 40 minutes. Quand elle raccrocha, Margaret avait un plan. Le lendemain, elle ferait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 25 ans de mariage. Elle confronterait Richard publiquement devant des personnes dont il appréciait l'opinion. Elle avait invité le conseil d'administration à une réunion familiale informelle pour discuter de la succession de l'entreprise, mais en réalité, ce serait une intervention médicale déguisée. Keisha, nettoyant discrètement le couloir adjacent à la salle de conférence, écouta Margaret expliquer la situation à Jessica et au directeur. Mon mari est malade, et son refus d'accepter un traitement met non seulement sa vie en danger, mais l'avenir de l'entreprise. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que dans les prochaines 24 heures, la vie de Richard Brooks dépendrait entièrement du courage d'une femme de ménage qu'il avait traitée comme invisible, une femme qui, malgré tout le mépris qu'elle avait reçu, était sur le point de faire quelque chose qui définirait non seulement son caractère, mais sauverait peut-être la vie de l'homme qui l'avait le plus humilié. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de le sauver malgré son indignité, prouvant que votre humanité est infiniment supérieure à la cruauté que vous avez reçue. Mais l'orgueil de Richard lui permettrait-il d'accepter l'aide de quelqu'un qu'il avait toujours considéré comme inférieur? Et que se passe-t-il lorsque sauver une vie signifie affronter tout un système qui préfère ignorer la sagesse de ceux qu'il considère sans valeur? L'intervention familiale eut lieu un jeudi orageux, juste quand Richard était le plus vulnérable. Margaret avait orchestré tout avec la précision d'une infirmière expérimentée. Elle invita les 5 principaux dirigeants de Brooks Pharmaceutical à une réunion de succession stratégique au manoir familial. Richard descendit les escaliers, titubant légèrement, essayant de dissimuler sa coordination compromise par des mouvements délibérément lents. Son côté gauche était notablement plus faible, et son élocution était occasionnellement confuse au bord des mots. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons discuter de la succession », marmonna-t-il à Margaret en ajustant sa cravate avec des doigts tremblants. « Je suis parfaitement capable de diriger ma propre entreprise. »« Bien sûr, mon cher, » répondit Margaret, le regardant essayer de nouer sa cravate 3 fois avant d'obtenir un nœud acceptable. « C'est juste une planification préventive. » Dans la salle de réunion, les directeurs remarquèrent immédiatement les changements chez Richard. James Morrison, le DAF, échangea des regards inquiets avec Sandra Phillips, directrice des opérations, lorsque Richard se référa au directeur marketing comme « ce gars du service des ventes ». Richard, le docteur Williams, que Margaret avait invité comme consultante médicale pour les dirigeants, interjecta « J'ai observé des symptômes troublants lors de nos précédentes réunions. Tremblement, confusion temporelle, coordination altérée. Il n'y a rien qui cloche chez moi. » Richard explosa, claquant son poing sur la table assez fort pour renverser sa tasse de café. « Je suis fatigué des gens incompétents qui essaient de me diagnostiquer. » Ce fut le moment où cela se produisit. Richard tenta de se lever pour démontrer sa parfaite santé, mais ses jambes le lâchèrent complètement. Il s'effondra sur sa chaise, le côté gauche de son visage commençant à tressauter involontairement, ses yeux perdant leur concentration alors qu'il luttait pour former des mots. « Je ne porte, bredouilla-t-il, sa main droite tremblant violemment alors qu'il tentait d'atteindre le verre d'eau. » Margaret composa immédiatement le 911, mais ce fut le docteur Williams qui prit le contrôle de la situation. Symptômes neurologiques aigus, AVC possible ou crise convulsive secondaire. Nous avons besoin d'un transport immédiat à l'hôpital. En attendant l'ambulance, quelque chose d'inattendu se produisit. Margaret reçut un appel de quelqu'un qu'elle n'attendait pas, Keisha Washington. « Madame Brooks, ici Keisha du personnel de nettoyage du bureau de votre mari. J'appelle parce que je dois vous faire savoir que j'ai documenté tous ces symptômes au cours des dernières semaines. » Margaret faillit laisser tomber le téléphone. « Vous êtes infirmière. » Je l'étais. Avant d'être forcé de nettoyer des bureaux par des gens qui me traitent comme un moins que rien. L'amertume dans la voix de Keisha était palpable. Mais il y avait autre chose,
Une compétence médicale absolue. Votre mari présente des signes classiques d'une tumeur cérébrale ou d'un anévrisme. Les symptômes progressifs, le déclin cognitif, les tremblements unilatéraux. Tout est documenté dans mon rapport. Quel rapport? Celui que j'ai envoyé à tous les directeurs de son entreprise il y a 3 jours. Le même qu'ils ont ignoré parce qu'il venait d'une simple femme de ménage. Margaret sentit le sang quitter son visage. Vous l'avez envoyé au directeur? La révélation frappa Margaret comme un coup de poing dans l'estomac. Alors que Richard était chargé dans l'ambulance, elle réalisa toute l'ironie. La femme que son mari avait traitée avec le plus de mépris était la seule personne qui avait essayé de lui sauver la vie. À l'hôpital, le diagnostic du docteur Chen confirma chaque mot que Keisha avait dit, un anévrisme cérébral à saignement l'en provoquant des symptômes neurologiques progressifs. Sans l'intervention d'aujourd'hui, il aurait subi une rupture complète d'ici quelques jours. La mort était presque certaine. Quand Richard reprit conscience après la chirurgie d'urgence, ses premiers mots furent un murmure rauque. Où est la femme de ménage? Margaret lui tint la main, encore faible des sédatifs. Keisha, elle est dans le couloir, mon cher. Elle attend depuis 6 heures. Elle a essayé de me prévenir. Elle a essayé plusieurs fois. Et vous l'avez traitée comme un moins que rien. Richard ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues pâles. J'ai besoin de lui parler. Quand Keisha entra dans la pièce, Richard pouvait à peine soutenir son regard. La femme qu'il avait publiquement humiliée se tenait là, portant toujours son uniforme de nettoyage, mais arborant une dignité qui rendait son arrogance précédente pathétique et insignifiante. « Vous m'avez sauvé la vie », murmura-t-il. « J'ai essayé de la sauver depuis des semaines. Vous avez choisi de m'humilier à la place. Je sais. » Sa voix se brisa. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais vous avez raison. Je ne le mérite pas. » Keisha tira une chaise et s'assit, gardant une distance respectueuse. « Mais je n'ai pas sauvé votre vie pour vous. Je l'ai sauvée parce que j'ai prêté serment de protéger des vies. Et certains serments sont plus grands que le traitement que nous recevons des personnes que nous sauvons. » L'humiliation de Richard ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fut divulguée entièrement. Le PDG milliardaire qui faillit mourir parce qu'il était trop arrogant pour écouter une infirmière devenue femme de ménage qui avait correctement identifié ses symptômes des semaines plus tôt. Sandra Phillips et James Morrison tentèrent de dissimuler le scandale, mais Margaret avait conservé des copies de toutes les communications où ils ignoraient et ridiculisaient les préoccupations médicales de Keisha. Des enregistrements de réunions où ils suggéraient de la licencier pour comportement inapproprié devinrent viraux sur les réseaux sociaux. Les médias transformèrent l'affaire en un symbole national de discrimination dans l'environnement corporatif. Une femme de ménage noire sauve le PDG qui la méprisait, fit la une des journaux pendant des semaines. Le conseil d'administration de Brox Pharmaceutical convoqua une réunion d'urgence. L'entreprise perdit 300 millions de dollars en valeur marchande en 3 jours, et Richard fut contraint de démissionner temporairement de son poste de PDG pour sa convalescence médicale et pour une réflexion sur les politiques de ressources humaines. Mais la plus grande humiliation vint quand Richard apprit que Keisha avait refusé toutes les offres d'indemnité de départ et d'interview rémunérées. « Je n'ai pas besoin de l'argent du sang de quiconque », dit-elle aux journalistes. « J'ai besoin que cela serve d'exemple. La compétence et la dignité ne dépendent pas des diplômes ou de la couleur de peau. » Pendant que Richard se remettait de l'opération, faisant face à des semaines de physiothérapie pour retrouver sa coordination motrice, Keisha retourna tranquillement à son travail de nettoyage. Mais maintenant, chaque employé de Brox Pharmaceutical la traitait avec le respect qu'elle avait toujours mérité. L'homme qui avait passé toute sa vie à rabaisser les personnes inférieures avait appris de la manière la plus humiliante possible que sa vie dépendait des personnes même qu'il considérait invisibles. Et le monde entier regardait sa leçon d'humilité être diffusée aux nouvelles nationales. Mais Richard avait-il vraiment retenu la leçon? Et quel serait le destin d'une femme qui s'était montrée plus grande que tous les préjugés dirigés contre elle? Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de le forcer à vivre en sachant qu'il doit son existence à ceux qu'il a toujours considérés comme inférieurs. 6 mois plus tard, Keisha Washington reçut le prix national de l'héroïsme du chirurgien général des États-Unis lors d'une cérémonie diffusée en direct à travers le pays.
Le même uniforme de nettoyage qui avait été l'objet de ridicule était maintenant encadré au Musée national d'histoire afro-américaine avec une plaque qui disait « L'uniforme d'une femme qui a prouvé que la compétence n'a pas de couleur ». Richard Brooks regardait depuis le premier rang dans un fauteuil roulant dont il avait encore occasionnellement besoin en raison des effets résiduels de l'opération. Ses mains tremblaient légèrement, non plus de la maladie, mais de l'émotion de voir la femme qu'il avait humiliée être célébrée comme elle aurait dû l'être depuis le début. « Mesdames et messieurs », dit Keisha au microphone, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. « Pendant 15 ans, j'ai été infirmière. Pendant 5 ans, j'ai été traitée comme si j'étais invisible. Mais aujourd'hui, je comprends que je n'ai jamais cessé d'être ce que j'ai toujours été, quelqu'un qui sauve des vies, peu importe qui le reconnaît ou non. » Brooks Pharmaceutical avait été contrainte de mettre en œuvre des changements drastiques après le scandale. Sandra Phillips et James Morrison furent licenciés pour conduite discriminatoire, et l'entreprise créa un programme de diversité qui devint un modèle national. Ironiquement, le cours de l'entreprise se rétablit complètement après qu'elle eut démontré un réel engagement envers l'inclusion. Le docteur Patricia Williams, maintenant directrice médicale du nouvel institut Keisha Washington pour la médecine préventive, souriait depuis le public. L'institut, entièrement financé par un don anonyme de 10 millions de dollars de Richard Brooks, offrait une formation médicale gratuite aux personnes des communautés mal desservies. Quand cet homme m'a dit de rester à ma place, continua Keisha, il ne savait pas que ma place a toujours été de sauver des vies. Il ne pouvait tout simplement pas voir au-delà de ses propres préjugés. Richard avait essayé de la contacter plusieurs fois pendant sa convalescence, mais Keisha garda ses distances par respect. Non pas par colère, mais parce qu'elle comprenait que certaines leçons doivent être vécues seules pour être véritablement apprises. L'humiliation publique à laquelle Richard dut faire face fut à la fois dévastatrice et profondément transformatrice. Il perdit des amis, son influence sociale, et fut contraint d'affronter le poids de décennies d'arrogance insouciante. Mais, au milieu de cette chute, il gagna quelque chose qu'il n'avait jamais possédé auparavant, une humilité authentique, ainsi qu'un respect sincère pour les personnes qu'il avait toujours considérées comme inférieures. La vengeance, conclut Keisha dans son discours, ce n'est pas de faire payer quelqu'un pour ce qu'il nous a fait. La véritable vengeance, c'est de devenir si grand que leur petitesse ne puisse plus nous atteindre. L'ovation qui suivit dura 8 minutes. Richard fut l'un des premiers à se lever, applaudissant, les larmes coulant librement sur son visage. Plus tard, dans le couloir, il eut enfin la chance de s'adresser brièvement à Keisha. « J'étais un idiot », avoua-t-il simplement. « Vous l'étiez », répondit-elle sans hésiter. « Mais les idiots peuvent apprendre, s'ils trouvent assez d'humilité en eux. Merci de m'avoir sauvé, même si je ne le méritais pas. » « Je ne vous ai pas sauvé parce que vous le méritiez, » dit Keisha en ajustant le métal qui ornait sa poitrine. « Je vous ai sauvé parce que certaines choses sont plus grandes que la façon dont on nous traite, et parce que la meilleure manière de vaincre les préjugés est de prouver que notre humanité dépasse toujours la cruauté des autres. » Richard hocha la tête, conscient qu'il passerait le reste de sa vie à tenter de gagner un pardon qui lui avait déjà été accordé. Aujourd'hui, Keisha dirige 3 hôpitaux communautaires et forme de jeunes médecins à l'art de l'observation clinique avancée. Richard, lui, a quitté le monde des affaires pour se consacrer entièrement à la philanthropie, en particulier au programme d'éducation médicale destiné aux minorités. Ce jour-là, 2 vies furent sauvées, l'une d'un anévrisme cérébral, l'autre d'une ignorance terminale. La plus grande vengeance contre ceux qui cherchent à nous rabaisser n'est pas de les anéantir, c'est de devenir si remarquables qu'ils passent le reste de leur vie à tenter de comprendre comment ils ont pu être si aveugles. Keisha prouva que la compétence, la dignité et la grandeur ne dépendent jamais de l'approbation d'autrui, mais seulement d'un engagement inébranlable à être pleinement et fièrement soi-même. Si cette histoire a touché votre cœur, sachez que notre vraie force naît précisément au moment où d'autres cherchent à nous diminuer, et qu'aucune humiliation ne peut éteindre la lumière de ceux qui refusent de se plier.